Salut fraternité citoyen. Nous sommes à 18 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Eh oui déjà. Et malgré le temps qui passe, il faut nous intéresser quand même à la campagne électorale, même si elle n'est pas fameuse, et surtout aux projets politiques des candidats. Et donc, on va essayer de regarder les visions politiques des principaux candidats à l'Élysée. Alors pourquoi regarder plutôt les visions politiques plus que les projets en eux-mêmes? Parce qu'on élit à l'élection présidentielle un chef de l'État. Et on a beau avoir en tant que candidat un programme politique détaillé, cohérent, stable, carré, eh bien ce programme politique ne sert pas à grand chose s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour le mettre en œuvre. Et vous savez qu'après l'élection présidentielle, on va devoir élire nos députés à l'Assemblée nationale et donc les représentants, ceux qui vont faire la loi. Donc c'est très bien d'élire un président de la République en avril. S'il n'a pas de majorité en juin à l'Assemblée nationale, ça ne servira à rien. Alors, pour vous, je me suis coltiné donc la lecture des programmes des principaux candidats à l'élection présidentielle. Mais du coup, ce qui m'a le plus fasciné, entre guillemets, si j'ose dire, c'est que quand même, on a des visions très différentes, ça c'est sûr et certain. On savait déjà que certains candidats penchaient plus sur les questions écologiques, d'autres sur les questions économiques et sociales, d'autres sur les questions sécuritaires. Et c'est très intéressant de voir que parfois, vous avez des candidats qui développent des sujets, mais de façon magistrale. Et parfois, ils délaissent plus une thématique, et vous voyez que l'adversaire a fait exactement l'opposé, en préférant une thématique à l'autre. Là, je parle par exemple de Mélenchon et Zemmour. Mélenchon a un programme très détaillé, on va le voir dans un instant, sur l'écologie notamment, et c'est beaucoup moins détaillé sur les questions de sécurité. Et à l'inverse, Éric Zemmour a un programme très détaillé et une vision claire sur les questions de sécurité notamment, et il n'a quasiment pas de programme sur les questions écologiques. Voyez. Bref, c'est très intéressant, lisez les programmes. Bref, à la lecture de ces programmes, on s'aperçoit qu'il y a un sujet principal, des sujets principaux parfois, même parfois un sujet central, on va le voir dans un instant avec plusieurs candidats, qui influence finalement l'action politique dans d'autres domaines, dans l'écologie, la sécurité, le social. Alors, à la lecture du programme de l'avenir en commun, c'est-à-dire celui que porte Jean-Luc Mélenchon depuis 2017 maintenant, on retrouve une philosophie générale qui est basée sur une vision de la société qui répondrait aux défis climatiques et sociaux. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que le premier point principal, la mère de toutes les réformes selon Jean-Luc Mélenchon, c'est le changement de modèle constitutionnel. Jean-Luc Mélenchon, depuis des années, il est favorable à la 6ème République, à donc changer de constitution. Et pour ça, il a développé une idée de convoquer une assemblée constituante qui serait élue après son élection, qui aurait mission de changer, de réécrire la constitution, une constitution qui serait mise en place en 2025. Qui dit assemblée constituante dit bien sûr incertitude sur la teneur des débats, j'ai envie de dire. Du coup, on ne peut pas prévoir précisément ce que définirait cette constituante, c'est son rôle de choisir. Pour autant, on sait vers quel modèle penchent les insoumis notamment. Ils veulent abolir la monarchie présidentielle. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils veulent passer du système présidentiel que nous avons aujourd'hui à un système parlementaire. Renforcer le Parlement au détriment de l'exécutif. Et puis en plus de cette révolution démocratique très importante dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi la vision écologique, très importante également, même centrale, puisque le sujet écologique va influencer les sujets économiques, sociaux, et donc pour répondre à la crise environnementale, le candidat insoumis propose une planification écologique et sociale notamment, avec la fermeture des centrales à charbon, des centrales à gaz et des centrales nucléaires également, pour se tourner vers des énergies renouvelables, 100% renouvelables. Et puis il veut aussi inscrire dans la Constitution le principe de la règle verte. Bref, au final, c'est un projet qui est quand même très cohérent, très complet, très détaillé. C'est un truc qu'on ne peut pas enlever à Jean-Luc Mélenchon de toute façon. Il a une vision et un programme très travaillé. Une vision démocratique, écologique et sociale, très assumée, très cohérente. C'est de l'écosocialisme, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon donc, est écosocialiste, et c'est une vision qui est portée par le candidat de l'Union populaire depuis des années maintenant.
À l'opposé de Jean-Luc Mélenchon, on a Éric Zemmour donc. Alors, pour autant, le candidat du parti Reconquête a une cohérence idéologique lui aussi, et des points que tout le monde connaît, des sujets de prédilection si j'ose dire, si je puis m'exprimer ainsi, notamment sur la sécurité bien sûr, mais aussi surtout sur l'identité. L'identité fait partie de son projet, de sa vision de la société. C'est un candidat qu'on peut qualifier d'identitaire. Éric Zemmour a une vision de la France qui est glorieuse, une histoire glorieuse, rayonnante, forte, et donc ça influe sur sa vision. Et il considère qu'aujourd'hui la France est sur le déclin, sur le déclassement, sur la déchéance, et surtout sur le déclassement économique et démographique. Et démographique particulièrement parce que, selon lui, le pays subirait un grand remplacement, c'est-à-dire un remplacement progressif de la population d'origine, identité française, par des populations étrangères. Et face à cette idée, à cette vision de la société, à cette vision des problèmes, il veut même reconquérir la souveraineté et l'identité française en luttant donc activement contre l'émigration, qu'elle soit légale comme illégale, en luttant contre l'islamisation du pays et en durcissant les conditions des étrangers en France, ou même encore, chose plus intéressante dans le sens juridique, en affirmant la supériorité des lois françaises sur les traités internationaux, et donc sur les traités européens en somme. Bref, c'est une vision identitaire forte, marquée, centrale dans ce programme, qui va influencer même son programme économique, puisqu'il est favorable à la réindustrialisation du pays. Dans l'énergie, c'est la même chose, il est favorable à l'énergie nucléaire. Dans le culturel, il est pour la promotion du patrimoine et de la culture française, de l'art de vivre à la française. Dans les affaires internationales, il est pour une indépendance plus poussée, plus forte, voire même totale de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et américains. On connaît ses positions sur l'OTAN, sur l'Union européenne, notamment sur le fait qu'il n'est pas favorable bien sûr au fédéralisme européen et qu'il préférerait plutôt l'Europe des nations. Bref, au final, le programme du polémiste d'extrême droite est profondément marqué par cette vision identitaire de la France, de la société française, une identité marquée par la lecture héroïque de l'histoire qu'il fait de notre histoire, et à travers d'ailleurs de grandes figures et de grands moments de l'histoire de France. On revient à gauche maintenant avec le candidat issu de la première écologiste, Yannick Jadot. Alors Yannick Jadot, bien sûr, représentant d'Europe Écologie Les Verts, vous vous doutez que le projet est basé sur les questions environnementales. Les questions environnementales, c'est le problème majeur, et il faut répondre à tous les autres problèmes en passant par la lutte contre le réchauffement climatique et contre le changement climatique. Pour lutter activement et efficacement contre cette crise environnementale, les écolos proposent en matière énergétique d'abord de passer au tout renouvelable et donc de fermer les centrales à charbon carboné et nucléaire. Dans le même temps, Yannick Jadot propose également de mettre le paquet sur les isolations des logements, interdire les voitures thermiques d'ici 2030, c'est ambitieux, interdire aussi les vols intérieurs, favoriser le transport ferroviaire pour les marchandises notamment et aussi pour les personnes. Et puis dans le même temps, il a une politique agricole et alimentaire, paysanne, qu'on peut qualifier de respectueuse pour le climat et le vivant. Avec la fin de l'élevage intensif et industriel, donc, l'interdiction des pesticides et des engrais de synthèse et le 100% bio et local dans les cantines françaises. Puis la réflexion écologiste, il l'a aussi dans l'économique et le social, avec notamment la création d'un ISF climatique, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, l'augmentation du SMIC à 1 500 €, la création d'un revenu de base et l'abaissement de la TVA sur les produits écologiques. On voit que Yannick Jadot et les écologistes ont un projet assez similaire à Jean-Luc Mélenchon, j'ai envie de dire, mais à la fois qui s'en éloigne. Il y a des ressemblances et des différences marquantes, mais pour autant, c'est un projet écologiste, de gauche, affirmé sur les questions sociales, sociétales aussi, puisqu'ils sont pour la légalisation du cannabis, entre autres. La lutte contre le réchauffement climatique et les problèmes environnementaux sont centrales dans le projet des écologistes. Revenons à droite, repassons à droite avec Valérie Pécresse et son projet pour la France. Alors, la candidate des Républicains est plutôt de tendance libérale, conservatrice, néo-gaulliste, j'ai envie de dire. Comparée aux trois précédents, là où avec Jean-Luc Mélenchon on a une vision
éco-socialiste marquée, là où on a avec Éric Zemmour une vision identitaire marquée. On ne retrouve pas chez Pécresse cette idéologie. Elle n'est pas idéologue, elle est politique, elle est femme d'action, j'ai envie de dire, elle est femme de terrain élue, elle n'est pas idéologue. Même si elle est moins idéaliste, elle a quand même des propositions. Et malgré tout, on retrouve les éléments traditionnels de la droite républicaine française avec une affirmation de l'autorité de l'État en matière de sécurité et d'immigration. On retrouve les notions aussi de méritocratie républicaine, une part de girondisme aussi, donc de décentralisation des institutions, la valorisation du travail. Et d'ailleurs, dans les grandes lignes, Valérie Pécresse est pour un renforcement de la police et des peines contre les agresseurs des représentants de l'autorité française. Elle veut renforcer aussi la lutte contre l'immigration, donc contre le terrorisme et contre les attaques contre la laïcité. Sur le plan économique, elle est plutôt favorable à l'augmentation des salaires avec la baisse des cotisations. Elle est favorable aux heures supplémentaires défiscalisées et au départ en retraite à 65 ans. Donc. Et puis en matière d'écologie, Valérie Pécresse, comme beaucoup de candidats à droite, est favorable donc à l'énergie nucléaire, à l'interdiction aussi de vente des véhicules thermiques d'ici 2035 et à investir 120 milliards d'euros dans la transition écologique grâce au placement des Français. Et on continue notre petite route pour arriver au Rassemblement national cette fois-ci, avec notamment Marine Le Pen du coup et son programme Aime la France. Alors fidèle à elle-même, la candidate a un programme facilement qualifiable de national populiste, qui tente d'allier à la fois l'identité, le nationalisme et aussi les questions sociales et économiques notamment. Sur le premier sujet, Marine Le Pen est pour stopper l'immigration illégale, pour lutter contre l'islamisme, c'est un lapsus révélateur peut-être. Ce qui le différencie d'Éric Zemmour en vrai, c'est plutôt le ton utilisé. Elle est 100 fois moins radicale et extrême peut-être que ce qu'on peut entendre de la part d'Éric Zemmour, et même dans ses programmes, c'est un peu plus light, quoi. Elle n'a pas une vision identitaire comme l'a Éric Zemmour. Par contre, elle a une vision nationaliste. Sur les questions économiques et sociales, là où Éric Zemmour et Valérie Pécresse sont assez libéraux, elle se distingue en étant beaucoup plus interventionniste. Alors par exemple, c'est assez nuancé quand même, parce que Marine Le Pen est favorable à une forte baisse de la TVA sur les énergies, à la nationalisation des routes, à la privatisation de France Télévisions, au remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière créé par Emmanuel Macron et qui remplace l'ISF par un impôt sur la fortune financière. Et finalement, on est plutôt proche du poujadisme originel, c'est-à-dire la défense des petits commerçants et du petit peuple contre les multinationales mondialistes. Et puis en matière écologique, Marine Le Pen non plus n'a pas de programme très détaillé, même si il y a des points intéressants, notamment sur l'énergie nucléaire et hydroélectrique, elle y est très favorable. Bref, en fait, ce qui tranche le plus avec Marine Le Pen comparé à 2017, c'est plutôt sa manière de faire campagne. Tout le monde dit effectivement que Marine Le Pen est beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus sérieuse peut-être dans ses dossiers. Elle est au final plus présidentiable. Et ça se voit dans les sondages. J'en reparlerai à la fin de la vidéo. Je peux parler même d'ailleurs dès maintenant des sondages du second tour. Emmanuel Macron a beaucoup plus à craindre de Marine Le Pen qu'il y a 5 ans, et beaucoup plus à craindre de Marine Le Pen que les autres candidats, s'il se retrouve face à elle au second tour, ce qui est probable. Pourquoi? Parce que l'écart sera beaucoup plus serré qu'il y a 5 ans et beaucoup plus serré qu'avec les autres candidats. Bref, Marine Le Pen est beaucoup moins clivante qu'il y a 5 ans. Et enfin, on termine cette revue des visions avec le président sortant, justement, Emmanuel Macron. Particularité, comme il est le candidat sortant, le président sortant et candidat à sa réélection, il a aussi à défendre le bilan de son quinquennat. Alors, c'est un programme qu'il qualifie lui-même d'émancipation de chacun et de chacune. C'est assez libéral et humaniste comme philosophie politique, c'est loin d'être nouveau. Et le chef de l'État, pour autant, s'est un peu droitisé sur certains sujets, même dans sa rhétorique, puisque là où en 2017 on avait plus l'impression d'avoir un candidat de centre-gauche, social-libéral, on a plus l'impression d'avoir un candidat de centre-droit cette année. Même s'il faut relativiser, puisque vous allez voir très vite, un exemple avec l'écologie, avant de parler d'économique et de social, le président de la République a dit vouloir mettre en œuvre une planification écologique avec la construction de nouvelles centrales nucléaires, de centrales solaires et de parcs éoliens.
Pour autant, quand même, sur le plan économique et social, il propose de réindustrialiser la France dans l'optique d'une plus grande indépendance économique du pays. Ça fait suite aux multiples crises qu'on a connues depuis des mois maintenant. Ensuite, il parle également de la suppression de la redevance télé. Il veut atteindre le plein emploi d'ici 2027, c'est optimiste, j'ai envie de dire. Et surtout, s'il est réélu, il propose de mettre en marche, si j'ose dire, sa réforme phare, la réforme des retraites, avec une retraite à 65 ans et une suppression des régimes spéciaux. Et ça, normalement, il veut le faire d'ici cet été. Enfin, sur les sujets régaliens et institutionnels, Emmanuel Macron veut renforcer et moderniser les armées françaises dans un contexte donc, que l'on connaît avec la guerre en Ukraine. Et puis, le président de la République sortant veut aussi entamer une réflexion sur la modernisation des institutions. Bref, là aussi, c'est chargé. Comme pour tous les autres programmes, je vous invite à les lire en détail. De toute façon, on va recevoir dans les prochains jours les bulletins de vote et les professions de foi des candidats, donc ce sera aussi intéressant de la regarder. Voilà. Alors on est à 20 jours de l'élection présidentielle. Que montrent les tendances à 20 jours, puisqu'on va entrer dans une période de campagne intense et aussi de cristallisation des électorats. Et bien que ça bouge encore, Emmanuel Macron est en train de perdre cet effet drapeau qu'il avait réussi à avoir avec la guerre en Ukraine, où il était passé de 25 à 30% des sondages, plus de 30%. Il est repassé sous la barre des 30% en moyenne. Du côté de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, ils sont dans une très bonne dynamique. Marine Le Pen frôle les 20% d'intention de vote et Jean-Luc Mélenchon les 15%. C'est pas mal. Jusqu'où ça va les emmener du coup. L'un et l'autre pourraient profiter d'un vote utile de dernière minute, soit de la part des électeurs d'Éric Zemmour, qui finalement voteraient de Marine Le Pen, soit de la part des électeurs de Fabien Roussel ou Yannick Jadot, qui voteraient Jean-Luc Mélenchon. Et justement, pour Éric Zemmour et Valérie Pécresse, c'est pas la grande forme. Ils s'approchent dangereusement de la barre des 10%. Il y a même certains sondages qui les mettent à 9%. C'est anecdotique, effectivement, pour l'instant, parce que d'autres sondages les mettent à 11, 12, 13% aussi, mais quand même, c'est un signal d'alerte, là. Voilà pour toutes ces informations très utiles. À partir de lundi prochain et jusqu'au vendredi 8 avril, il me semble, oui c'est ça, c'est la campagne officielle, donc c'est l'égalité du temps de parole dans tous les médias, télévisés et radiophoniques. Et ensuite, le 10 avril, on votera, bien sûr. Ce sera la campagne du second tour ensuite pendant 15 jours. Et le 24 avril, on votera pour le second tour de l'élection présidentielle. On a encore de quoi débattre et parler d'ici là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt sur WIP.